Alors, le problème de la Guinée, ne tournons pas autour du pot, c'est la pauvreté. Et quand vous dites cela, c'est qu'il y a une anomalie quelque part, il y a une incohérence, parce que je viens de vous dire que la Guinée était un pays riche, c'est vous-même qui l'avez relevé aussi. Alors, s'il y a anomalie, c'est qu'il y a un facteur humain derrière. Et s'il y a un facteur humain, c'est qu'il y a la malgouvernance. Donc, voyez-vous, la malgouvernance, c'est la racine du mal guinéen. Et croyez-moi, tous les problèmes que nous connaissons en Guinée, la corruption, les autres délits et crimes, tout ce désordre, tous ces problèmes que nous rencontrons au quotidien en Guinée se nourrissent à la fois de la malgouvernance et de la pauvreté. Et c'est pour cela que je ne pouvais pas rester insensible. Et ce qui me ramène d'ailleurs vers votre excellente question, à savoir les solutions. Alors, je vais commencer d'abord par la malgouvernance, parce que vous savez, lutter contre la pauvreté, c'est d'abord lutter contre la malgouvernance, sinon ça ne servira à rien. C'est pour cela que j'étais obligé d'apporter une solution à la malgouvernance. Alors, commençons donc par la malgouvernance. La solution à ce niveau n'est pas compliquée. Il n'y en a qu'une. Il suffit simplement de mettre en place un plan national pour la bonne gouvernance et garantir l'infaillibilité de ce plan national pour la bonne gouvernance. Alors, j'imagine que vous allez me demander comment garantir l'infaillibilité d'un plan national pour la bonne gouvernance. Avant de vous répondre, je vais vous donner un exemple que tout le monde connaît, un exemple concret. Prenez l'Afrique du Sud, le rugby sud-africain. L'Afrique du Sud est le premier pays au monde à avoir remporté 4 Coupes du Monde de rugby devant les puissances du rugby. 4 Coupes du Monde. Comment cela a pu être possible? C'est tout simplement parce que les décideurs des Springboks, c'est-à-dire de l'équipe nationale de rugby sud-africain, avaient réussi à mettre dans tous les compartiments du jeu les meilleurs fils du pays, blancs et noirs confondus. Ils ont mis les meilleurs. Et même le capitanat est revenu aux meilleurs. Quand ils vous chantent l'hymne national, avant même de fouler la pelouse, hein, vous êtes effrayé un tout petit peu. Donc ce qui a été possible au plan du rugby, on peut le dupliquer au plan administratif. Je veux simplement dire qu'ici, en Guinée, on peut mettre la femme ou l'homme qu'il faut à la place qu'il faut à tous les niveaux de notre administration, y compris d'ailleurs au plus haut sommet, mais pour cela, ce sont les bulletins qui vont en décider. Mais quelle que soit la personne qui sortira des urnes, hein, il faudrait qu'elle veille à ce qu'il y ait la personne qu'il faut à la place qu'il faut à tous les niveaux. Et c'est ce qui nous permettra de piloter sans effort le plan national pour la bonne gouvernance qui ira à bon port pour balayer d'un revers de la main la malgouvernance et ancrer la bonne gouvernance et la culture de la bonne gouvernance. Et la culture de la bonne gouvernance, c'est important. Il ne suffit pas simplement de mettre en place la bonne gouvernance, mais la culture de la bonne gouvernance. Et c'est réglé. Voyez-vous, ce n'est pas du tout compliqué. Mais avant de passer aux autres solutions, permettez-moi d'ouvrir une parenthèse à ce niveau-là pour vous dire qu'il y a quelque chose de magnifique avec la bonne gouvernance. Si on mettait la bonne gouvernance en Guinée, ce serait une magnifique chose. Je veux dire par là que avec la bonne gouvernance, ce qui est magnifique, c'est que le simple fait que la population se mette en tête que les décideurs qui sont là sont des parangons de bonne gouvernance, sont dans la logique de la bonne gouvernance. Le simple fait que ces populations pensent cela suffit à modifier les comportements positivement. Je vais vous donner un exemple concret. Puisque je suis un adepte des expériences naturelles, je vais prendre un exemple concret. Par exemple, le 5 septembre 2021, jour du coup d'État en Guinée. Dans les premières heures du coup d'État, les premières semaines, les premiers mois, toutes les décisions qui étaient prises par les jeunes militaires auteurs du coup d'État étaient déjà cohérentes, on le sait. Mais en plus, toutes ces décisions-là étaient vues, perçues sous l'angle de la bonne gouvernance. Et donc, du coup,
les décideurs qui étaient là, qui étaient moulés dans la malgouvernance, qui ne savaient faire que ça, qui n'étaient à l'aise que dans cela, avaient subitement retrouvé des vertus de bonne gouvernance, hein, et ils s'étaient mis non seulement à créer de la richesse, à produire de la richesse, et surtout à amplifier le rythme des créations de richesse. Les chiffres sont là, les chiffres sont là. Et cependant, plus on s'enfonçait dans la transition, plus on se rendait compte que ceux qui étaient perçus comme des exemples de bonne gouvernance, au fait, ce qu'ils faisaient, c'était de la poudre perlimpinpin. Et donc, du coup, ceux qui étaient dans la malgouvernance, qui avaient retrouvé des vertus de bonne gouvernance, avaient rapidement rebasculé dans leur position initiale, hein, pour mieux détruire de la richesse et accompagner les militaires dans cette destruction et puis dans l'appauvrissement même de la population, parce que les exemples sont là. Alors, donc, ce qu'on peut tirer comme conclusion de cela est simple. Alors, si vous prenez les deux périodes, vous allez voir que la période 1, en T1, il y a eu de la création de richesses. Les chiffres sont là. Dans la deuxième période, il y a eu destruction de richesses et même appauvrissement de la population. Donc la conclusion qu'on peut tirer facilement est que la bonne gouvernance est modificatrice de comportement et par conséquent, elle est créatrice de richesses et de ce fait, elle doit être une source de financement du déficit, c'est-à-dire du fonctionnement de l'État et des investissements publics. Et la démonstration que je viens de faire sous l'angle du financement interne, parce que vous savez, le financement revêt deux volets, il y a le financement interne, le financement externe. Est-ce que j'aurais pu avoir la même conclusion en étant sous l'angle du financement externe? Évidemment oui, parce que si nous mettons la personne qu'il faut à la place qu'il faut à tous les niveaux, le plan national pour la bonne gouvernance ira à bon port pour écarter la malgouvernance et ancrer la bonne gouvernance et la culture de la bonne gouvernance. Et à partir de là, la République de Guinée aura un libre accès au marché des capitaux. Et donc, ça veut dire que les agences de notation auront favorablement, très favorablement noté la République de Guinée. Et on n'aura même pas besoin de se faire accompagner par les cabinets Lazare et Rothschild, comme on l'a fait récemment et qui nous coûtent excessivement cher. Ce sont les agences de notation elles-mêmes qui vont s'emparer du dossier Guinée, qui vont noter la Guinée sans que la Guinée ait à débourser quelque chose là-dessus. Et si on est favorablement noté, ça veut dire que les taux d'intérêt seront extrêmement favorables. Et si les taux d'intérêt sont favorables, ça veut dire tout simplement que nous allons réaliser des économies financières conséquentes et ces économies financières auront vocation donc à participer au financement du déficit. Voyez-vous, je viens d'obtenir absolument la même conclusion en étant sous l'angle du financement interne que sous l'angle du financement externe. C'est la même conclusion. Et d'ailleurs, le PNUD a fait une étude démontrant que si les grandes agences de notation notaient les pays africains sur des bases objectives, je rappelle que les pays africains qui sont notés en ce moment sont au nombre de 32, et parmi les 32, il n'y a que 2 qui sont au-dessus de la catégorie dite spéculative. Donc si les grandes agences de notation, c'est-à-dire Moody's, Fitch, Standard & Poor's, notaient les pays africains sur des bases objectives, ça permettrait de dégager, de générer une économie financière de 75 milliards de dollars américains. Et ce chiffre-là a été confirmé récemment par Jean-Baptiste Placa sur RFI dans sa chronique. Je vous renvoie à celle du 15 juin 2024. Hein. Vous apprendrez dans cette chronique, en plus de ce chiffre, de la confirmation de ce chiffre, vous apprendrez qu'à chaque fois qu'il y a un coup d'État dans un pays africain, ce coup d'État entraîne des répercussions financières dans d'autres pays africains qui pourtant, à la base, n'ont rien à voir avec ce coup d'État-là.